Aix-les-Bains et autour du lac du Bourget, Radio Grand Lac, la radio de l'identité locale. Le Crédit Mutuel donne l'élan au sport sur Radio Grand Lac 92.1. 9, 2, 1, partez. L'émission 100% sport sur Radio Grand Lac. Bonsoir à toutes et à tous, j'espère que vous êtes en forme et que votre semaine a bien débuté. En tout cas, moi je suis encore ravi de vous retrouver pour cette 4e édition de 9-2 Imparté, l'émission 100% sport de Radio Grand Lac. Comme d'habitude à mes côtés, Adrien. Adrien, comment tu vas ? Ça va super, Julien, et toi ? Ça va en pleine forme. Et puis on a aussi Bernard qui est en téléphone, qui n'a pas pu venir en plateau ce soir. Bernard, comment tu vas ? En forme aussi ? Salut les petits, ça va super bien, je suis très content, même à distance, de me trouver à vos côtés. Merci de m'avoir invité aujourd'hui encore. Eh ben c'est normal, il faut toujours un vieux briscard dans l'équipe pour amener son expérience. Ça y est, ça commence. Alors aujourd'hui, on va attaquer fort, on attaque fort déjà par les blagues et on va attaquer fort aussi par le programme puisqu'il y a eu un gros programme ce week-end pour nos clubs aixois et puis on va débuter avec du sport féminin, honneur aux dames aujourd'hui. Alors il y avait les féminines de la Motte Servolex qui jouaient ce week-end contre l'Union Pays d'Aix à l'occasion de la 17e journée de championnat de N1. Donc après une première mi-temps un petit peu serrée, les Monterraines, elles se sont envolées vraiment en seconde période. Elles ont fini par s'imposer 25-23. Et cette victoire leur a permis de conserver tout simplement leur deuxième place au classement de la poule 4. Et elles pointent à une seule longueur du leader. C'est une belle performance pour les féminines de la Motte, Bernard. Ouais, il y a une tradition de handball féminin à la Motte. C'est vrai que c'est une équipe qui est régulière, qui est constante. Il y a de jeunes joueuses qui sont formées au club. Il y a aussi des joueuses plus expérimentées. Il y a un public qui est derrière. Il y a un club qui est très bien organisé, très bien structuré. Et les résultats y suivent. Et c'est vrai que tu as raison de le souligner, Julien. C'est une équipe qui est sérieuse, qui obtient de bons résultats, qui est sur une très bonne série. C'est bien. Le hand en Savoie se porte bien chez les garçons, chez les filles. Donc on est super contents. C'est clair. Et puis il y a Aix-les-Bains aussi qui a performé, Adrien. Donc ça a été un petit peu mitigé pour l'ensemble du club, mais il y a quand même eu 2 belles victoires ce week-end. C'est ça, pour les seniors notamment, donc les seniors F qui donc empochent la victoire contre le handball club Gessien à domicile 28-23 et également les seniors 2 à domicile face à Saint-Génic 33-22. Ouais, donc comme tu l'avais dit Bernard, donc encore une victoire féminine et une victoire masculine, donc le handball savoyard se porte très bien. Et pour continuer dans le handball, on pouvait pas ne pas parler de Chambéry. Chambéry, ils ont joué ce week-end, le 25, et ils ont gagné 27-38. C'était à Dunkerque, donc ils ont gagné 38-27, je l'ai dit à l'envers. Et ils ont réussi à conforter leur 4e place. Ils tournent bien cette année, le Chambéry Savoie Handball. Ouais, là c'est pareil. Je crois qu'on ne peut que saluer le travail qui est fait au sein de ce club. Alain Poncet, le président depuis très très longtemps, qui fait un boulot énorme. Tout le staff, tous les entraîneurs. Il y a ce centre de formation qui sort très régulièrement de super joueurs qui évoluent ensuite au plus haut niveau. Il y a une volonté de s'adapter aussi à cette problématique du budget parce que les Chambériens, ils n'ont pas un budget énorme, ils n'ont pas un gros budget. C'est pas le Paris Saint-Germain, c'est pas Montpellier, et pourtant ils sont toujours là. T'as raison, Julien, 4e du classement. Ça, c'est une super belle performance parce qu'on sait à quel point c'est difficile de rester sur le sommet d'un classement comme cette Star League qui est quand même de très haut niveau. Et les Chambériens, ils continuent leur chemin. Là encore, il y a une super salle, le phare de Chambéry. Moi, j'ai connu l'époque où les Chambériens jouaient dans le gymnase Jean Jaurès. Alors, c'était un vrai volcan. Mais c'est vrai qu'aujourd'hui, la structure est beaucoup plus adaptée. Et puis, ils sont toujours là. Ils sont durs à jouer chez eux. Ils gagnent beaucoup chez eux. C'est dur d'aller gagner à Chambéry. Et puis, ils sont capables d'aller réaliser des coups. Il y a une très belle équipe. Il y a un jeu offensif. Il y a aussi une grosse solidité défensive. C'est une équipe complète. Il n'y a pas de stars. Il y a un mélange, là encore, de joueurs formés au club, puis de joueurs plus expérimentés. Il y a souvent de très bons recrutements. C'est vrai qu'ils ont le nez fin. À Chambéry, c'est une tradition. Ils recrutent souvent des joueurs de pays de l'Est, par exemple, mais qui sont tout de suite dans une bonne intégration et qui apportent tout de suite une plus-value. Donc moi, je suis toujours très content de voir que cette équipe de Chambéry, depuis son titre de championne de France, de champion de France il y a 20 ans, plus de 20 ans, elle est toujours là et elle continue à travailler avec beaucoup de sérieux, beaucoup de rigueur, beaucoup de modestie parce qu'on s'enflamme pas côté chambérien. Et puis les résultats sont là. Donc là encore, on en reparlera, on les invitera les handballeurs chambériens un peu plus tard dans la saison parce qu'ils sont vraiment c'est un club sympa, voilà, et on sera très heureux de les accueillir et on est très heureux de dire du bien de cette équipe. Exactement, Bernard. Et puis comme tu m'ôtais même les mots de la bouche parce que moi je voulais venir sur justement ce public
public qui est juste incroyable, hein, quand on va là-bas au phare et qu'on suit les matchs. Moi, pour y être allé quelques fois cette saison, c'est franchement une ambiance de dingue, hein, vrai supporter de la première heure ou public de tout âge. C'est vraiment des super moments à vivre là-bas. Et puis sans oublier ce capitaine charismatique qu'est Monsieur Paturel. Non, franchement, c'était une super belle équipe. Ben, vous Mais l'avez tu sais, dit. Adrien, c'est important, hein, ce que tu dis sur le soutien du public. Et là, c'est pareil. Il y a toujours eu un engouement pour le handball. Il y a aussi une vraie collaboration entre le club et ses supporters. Il y a des déplacements organisés. Il y a toujours une très très belle ambiance dans l'enceinte du phare. Mais les supporters, ils sont en lien étroit avec le club, avec les joueurs. Et ça, je pense que c'est un exemple aussi de très bonne cohésion, de très bons rapports entre le club et ses supporters. C'est pas toujours le cas dans d'autres disciplines sportives, et ça, il faut le souligner. Et les résultats, ils sont là. Le phare, il est jamais vide, hein. Il est toujours derrière son équipe, et les résultats, je pense que c'est un petit peu l'homme supplémentaire, le petit supplément d'âme qui permet aux joueurs de se surpasser, surtout chez eux. Vous l'avez dit, Adrien Bernard, le public du phare, il est très très chaud. J'espère qu'il sera très très chaud dimanche, puisqu'il y a une grosse réception avec la venue de Paris, qui est co-leader, à 16h ce dimanche au phare. Ça va être important de faire un bon résultat pour les Chambériens à la maison. Ouais, mais alors on en a parlé aussi pour le football notamment, où il y a parfois en Coupe de France, on l'a évoqué dans d'autres émissions, des surprises. Souvenez-vous, Chambéry est un peu un coupeur de tête, hein. Les Parisiens sont déjà tombés au phare, les Montpelliérains sont aussi tombés au phare. Il faut toujours croire à l'exploit. Je le redis, c'est pas facile d'aller gagner. Ça va être encore un match explosif, un match extraordinaire. Le stade, le phare sera plein à craquer. Moi, je parierais pas un billet sur sur le fait que Chambéry est battu d'avance, pas du tout. Je crois qu'ils ont leur chance, et ça va être, on verra, mais ça va être serré, j'en suis sûr. Les garçons, merci pour cette page handball. On va changer de ballon. On va passer du ballon de hand au ballon de foot. Adrien, je crois que ça a pas trop bien tourné pour les clubs du département ce week-end. Eh ben oui, on parle d'abord du ex-Savoie Football, hein, avec ce match ce samedi qui était charnière face au leader de la poule, FC Bourgoin-Jallieu. Malheureusement, c'est surtout à l'heure de jeu que les choses se sont gâtées. Cette rencontre, elle prend un tournant dramatique. Julien, en fait, il y a 4 cartons rouges qui ont été sortis par l'arbitre, 2 pour chaque équipe. En fait, c'est le résultat simplement d'une bagarre entre joueurs qui a éclaté. Encore une fois, des images qu'on ne veut pas voir. J'ai l'impression de venir tous les 15 jours et de parler de bagarre. C'est assez, c'est pas hyper joyeux, mais bon, effectivement, c'est des choses que la dernière fois c'était pour le basket. Bon là, c'était pas une bagarre au basket. C'était des petites insultes, mais c'était une insulte. Mais c'est quand même des choses qu'on aime pas voir dans le sport. C'est pas les images et les valeurs du sport qu'on prêche. En tout cas, ce résultat du match, ça fait un partout et une occasion manquée donc pour le ex-Savoie Football de remonter la pente. Ils sont 11e sur 14e de leur poule. C'est dommage d'avoir craqué comme ça à l'heure de jeu sur une bagarre, sur une petite action un petit peu litigieuse, surtout qu'Aix menait jusqu'à maintenant contre le leader et Aix aurait pu faire la performance du week-end. C'est dommage, Bernard, de craquer comme ça et de laisser un petit peu filer le match entre ses doigts, quoi. Oui, quand tu as les 3 points et que tu mènes à domicile, c'est vrai que c'est dommage de se laisser aller à des réactions comme ça, d'humeur, d'agressivité, de colère. Moi, je voudrais faire juste une petite parenthèse, les gars. C'est vrai, Adrien l'a dit, c'est un match charnière. Les Aixois, ils sont en queue de classement. On sait qu'il y a la menace pour eux de la relégation, mais ça n'excuse absolument pas le fait de perdre le contrôle, de soi-même. Et moi, j'ai une pensée toujours dans ces cas-là, parce que tu l'as dit, Adrien, 4 cartons rouges, des pénaltys, des contestations, mais les arbitres dans un match comme ça, mais comment gérer, comment arbitrer un match avec une telle tension, avec de tels enjeux? C'est vrai, on le sait, hein, c'est compliqué de descendre, et après c'est très compliqué de remonter en division supérieure. Donc oui, il y a de l'enjeu, oui, il y a de la tension, mais on a tendance souvent, moi j'adore le foot, souvent on critique un peu l'arbitrage. Je crois qu'il faut se mettre à la place de ceux qu'on appelle les hommes en noir. Surtout dans ce genre de match, oui. Mais voilà, dans ce genre de match, il faut quand même se dire que c'est extrêmement difficile de tenir tout le monde. Et après, quand ça dégénère, il n'y a plus de limite. 4 cartons rouges, parce que il y a une surenchère dans la tension, une surenchère dans les gestes qu'on devrait et qu'on doit éviter. Donc les arbitres, ils font ce qu'ils peuvent. Et au final, c'est un point qui pèsera peut-être lourd. 2 points de perdus, parce que c'est presque tu as dit, Julien. Bourgoin, c'était le leader quasi invaincu. C'est un leader
joueur qui caracole en tête. Là, il était en train de mordre la poussière. Bon, c'est dommage. C'est vraiment dommage d'avoir craquer comme ça à l'heure de jeu. Va falloir se remettre très vite dans le sens de la marche et puis repartir avec beaucoup plus de calme. Ça, je sais que les coachs aixois vont bien sûr travailler là-dessus, mais jamais facile de rebondir après. Ça laisse toujours des traces mentalement, avec maintenant des suspensions. Il y aura peut-être des matchs, 2-3 matchs de suspension. Je pense que ça va être problématique et les aixois avaient vraiment pas besoin de ça dans l'optique de la lutte pour le maintien, ça c'est certain. C'est clair. En tout cas, on les retrouvera samedi à 18h sur la pelouse d'un Sud à l'extérieur en espérant qu'ils redressent un petit peu la barre et qu'ils aillent chercher les 3 points. Qu'est-ce que ça a donné pour Chambéry, Adrien, ce week-end, au foot toujours? Il me semble qu'ils n'ont pas brillé du tout. Il me semble qu'ils ont perdu, oui c'est ça, ils ont fait une défaite 3-0 contre Vaux-en-Velin. Et là aussi, c'est vraiment encore un mauvais résultat. Chambéry pourtant était pas sur une si mauvaise lancée que ça, avec un beau parcours en Coupe de France. Puis en championnat ça tournait, ils stagnaient, ils sont 10e. Et puis là, il s'effondre contre Vaux-en-Velin. Bernard, c'est un peu une contre-performance. Ouais, c'est une contre-performance, mais c'est pareil. La Coupe de France, elle est encore peut-être dans les jambes, dans les têtes, parce qu'ils ont fait un parcours plus qu'honorable. Il y a eu beaucoup de tensions aussi nerveuses, beaucoup d'influx mental aussi sans doute qui a été laissé dans cette Coupe de France, et c'est normal. On avait reçu un dirigeant de cette équipe de Chambéry il y a quelques semaines dans l'émission. Il avait dit attention, la Coupe de France, on peut pas qu'elle nous laisse trop de traces, on va pas la gagner, on veut vraiment gérer, et la priorité c'est le championnat. Donc il faut remettre le bleu de chauffe, comme on dit. Il faut repartir un petit peu de l'avant. Alors aller à Vaux-en-Velin, je pense que c'est jamais facile. Il y a beaucoup d'équipes qui se cassent les dents parce que là aussi il y a une ambiance qui est souvent électrique, avec un public qui est vraiment derrière son équipe. 3-0, c'est une défaite, mais je crois que la force des équipes, surtout qui jouent comme ça le maintien, même si les Chambériens sont maintenant un peu plus dans le ventre mou et c'est tant mieux pour eux, la force de ces équipes-là, c'est de tenir sur les matchs les plus importants jusqu'à la fin de la saison. Et de temps en temps, il y a un faux pas, faut vite réagir. Mais je crois que les Chambériens, ils ont. Moi, je suis pas très inquiet pour leur maintien. Je pense qu'ils ont vraiment les moyens de se maintenir et même de voir plus haut, parce que c'est vrai que en enchaînant 2 victoires, on bascule vite dans les 7-8 premiers et après ça change complètement les perspectives. Donc oui, effectivement un faux pas, mais je suis pas inquiet pour Chambéry Foot, beaucoup plus pour Aix-les-Bains cette saison. Oui, Bernard, justement, oui, c'est vrai que cette défaite 3-0 à l'extérieur, elle fait suite à une autre défaite 2-0 à l'extérieur, c'était face à Feur. Donc là, un prochain match, c'est à domicile. Objectif forcément se relancer, et puis ce sera face aux Lyonnais. Et merci Adrien pour cette ce petit supplément d'information. Je crois que tu avais un petit mot à nous dire sur l'escalade, parce qu'il y a un Chambérien qui a brillé ce week-end. Exactement. Ce week-end, c'était le championnat d'escalade de bloc, donc le premier rendez-vous des grands championnats nationaux 2023. Ça s'est déroulé donc ces 25 et 26 février à Valence. Et ça a couronné littéralement la nouvelle génération du bloc tricolore, notamment avec Oriane Berton, elle qui est licenciée à 7 à l'Ouest, mais surtout, et oui, Mejdi Schalk du Chambéry Escalade, et oui, les champions de France donc chez les hommes. Il a 18 ans, c'est celui qui nous intéresse avec cette fabuleuse victoire. Il s'est d'ailleurs exprimé après cette victoire, je le cite: quand je sais que je dois réussir un bloc pour gagner une compétition, j'ai un truc qui se passe en moi. Et c'est là que je suis le meilleur. Après les difficultés que j'ai connues lors du championnat de France 2022, j'arriverai avec un goût de revanche. Je suis très heureux de ce premier titre national. Donc c'est une magnifique victoire pour ce grimpeur savoyard. Et notamment, il devance un autre Chambérien, c'est son compatriote, champion de France en titre, lui, l'année dernière, c'est Paul Genf. Et il est également devant le 3e Léo Avezou de l'ES Massy. Ouais, mais je dis ça il est vraiment impressionnant. Il a déjà un gros palmarès. Il a gagné, si je dis pas de bêtises, championnat du monde l'année dernière à Salt Lake City. Il a déjà 2 titres de champion d'Europe à son actif en 2021. Il est tout simplement impressionnant. À 18 ans, avoir un tel palmarès, déjà, c'est fort. Ouais, et puis c'est vrai que le club de Chambéry Escalade, c'est le 2e club de France, plus de 750 licenciés. Il y a un pôle compétition, et c'est vrai qu'on le voit avec du très haut niveau, des très bons résultats chez les garçons comme chez les filles. Il y a un pôle loisirs pour une pratique plus libre, plus cool. Il y a un pôle pour les enfants dès l'âge de 3 ans, donc il y a déjà la relève qui se prépare. Il y a 4 salles magnifiques sur le bassin chambérien pour pratiquer l'escalade. Il y a une tradition. Chambéry Escalade, c'est des résultats dans toutes les compétitions
compétitions nationales, Coupe de France, Championnat de France, et c'est pas une surprise parce qu'il y a de super coachs, il y a un super outil pour pratiquer, et le résultat, deux Chambériens sur le podium. Voilà, là encore, c'est une belle réussite. Et là encore, les petits, je sais pas si vous êtes d'accord, mais on ira peut-être faire un tour dans les prochaines émissions du côté de Chambéry Escalade, déjà pour voir si on arrive à grimper plus de 2 mètres. Et oula, faut pas trop compter sur moi pour ça. Projecteur sur ce club qui est vraiment un super joli club. Bah écoute, moi Bernard, en tout cas, je te regarderai depuis le bas parce que l'altitude, le vertige, j'ai le vertige, donc c'est pas trop pour moi, mais j'irai avec toi, je te soutiendrai mentalement. C'est bien. On va aller mouiller un peu le maillot. Il faut. Bon les garçons, on a parlé de ballon, on a pris un peu d'altitude avec l'escalade, on va revenir sur l'eau avec l'aviron puisqu'il y avait un gros événement ce week-end, c'était la régate des 3 châteaux. C'était un petit peu la grande fête de l'aviron, ça avait déjà bien marché l'année dernière et ce samedi 25 février, il y avait la 2e édition organisée par le club de Chambéry, Lac du Bourget, et pour l'occasion, il y avait une trentaine d'embarcations qui étaient chacune composées de 8 rameurs qui étaient présentes et donc pour cette nouvelle édition, le club de Chambéry a vu les choses en grand puisqu'ils ont mis un écran géant, il y avait des navettes gratuites pour ramener le public, des parkings jusqu'au village. L'année dernière, il n'y avait pas de village, cette année, ils ont carrément créé un village d'accueil pour exposer tout ce qui se passe à l'aviron, montrer vraiment cette discipline et en faire la promotion. C'est magnifique des événements comme ça avant de rentrer dans vraiment la compétition et les résultats qui ont été réalisés ce week-end. C'était vraiment un bel événement, Adrien. Ouais, c'est ça, Julien. En fait, ils ont mis les moyens, vraiment, sur cet événement. Même si, comme on le dira un peu plus tard, la météo, elle n'a pas été au rendez-vous par rapport à ces dernières semaines qui étaient plutôt très très belles sur les lacs en Savoie. Mais justement, oui. Des activités d'initiation à l'aviron, ce village éphémère vivant avec beaucoup d'animation. Non, franchement, c'était un super événement. C'est clair, et puis c'est un sport dont on n'entend pas souvent parler, donc c'est magnifique. Qu'est-ce que t'en penses, toi, Bernard ? Ouais, parce que moi j'allais dire, vous les petits jeunes là qui êtes en école de commerce, je peux vous dire que c'est la tradition britannique, vous savez, de ces universités qui s'affrontent, Oxford, Cambridge, et c'est ça la super idée du club de Chambéry, le Bourget du Lac et de Jean-Louis Sevez, d'avoir essayé d'introduire en France et en Savoie cette grande tradition des défis d'aviron à la mode un peu anglo-saxonne. Et c'est vrai que c'est bien pour le spectacle. C'est une course. Alors il y avait une course de 6 km. Alors là, je peux vous dire que là c'est un effort incroyable. Il y avait des sprints, il y avait des écrans géants pour expliquer aux gens, pour bien que les gens comprennent. Du coup, il y a eu du monde qui est venu. Ça permet vraiment d'être en immersion dans ce sport, dont c'est vrai, vous l'avez dit, on parle quand même un peu moins. Et puis il y a cette petite rivalité. Donc vous les étudiants, là, il faudrait peut-être faire un bateau là pour la prochaine édition et puis essayer de faire briller un peu vos couleurs. Mais je trouve que c'est vraiment sympa ce petit clin d'œil à Oxford-Cambridge, ce petit clin d'œil à la rivalité qui peut exister outre-Manche. Et ils ont réussi à le développer ici en Savoie, et c'est une réussite. Et je suis sûr que ça va encore monter dans les années à venir. Donc super spectacle, super bonne initiative. Tiens, l'année prochaine, on essaiera d'aller y faire un petit tour aussi. Oui, ce serait une vraie idée. Et puis, tu m'ôtes encore une fois les mots de la bouche, justement, avec notamment, c'est cette année, c'était 3 nations qui étaient représentées. Et comme tu me fais le clin d'œil aux universités anglaises, justement, il y avait notamment un équipage de Monaco, mais il y avait surtout 2 équipages anglais de l'université de Newcastle qui étaient présents, donc qui étaient invités. Et c'était complété par des équipages. Bon, là, ça venait de toute la France, des 4 coins de la France, et notamment, j'ai souvenir d'avoir vu un équipage de Paris HEC. Enfin, c'était vraiment très très ouvert. 25 équipages en tout, si je dis pas de bêtises, Julien. Ouais, c'est ça. Il y avait à peu près, au début, ils avaient parlé de 25, après c'était une trentaine, donc ça a réuni pas mal de monde. Et puis, comme tu l'as dit, finalement, le parcours était un peu modifié à cause du vent. Il y a eu un peu de houle sur le lac. Du coup, à la base, la course était de 6 km. Ils l'ont réduit à 2,5 km, pardon. Et du coup, c'était vraiment une ligne droite. Il y avait plus de virages, il y avait plus de courbes. Oui, ils ont suivi la côte sauvage. C'est ça. C'est exactement ça. Ils sont partis du château du Bourdeau, ils sont arrivés devant le club de Chambéry. Et du coup, Adrien et Julien, je vous propose un truc. On commence l'entraînement la semaine prochaine pour que vous soyez au départ l'année prochaine. Et vous savez quoi? Moi, je serai le barreur, là. Tu sais, celui qui est au bout de l'aviron puis qui rame pas et qui donne des ordres. Comme ça, je ferai un peu le coach. Et vous ramerez. Et l'année prochaine, INSEC, Chambéry, sur le lac, vous pouvez battre Oxford ou Cambridge. Et puis comme ça, tu auras le bon rôle, quoi. Ouais, voilà, c'est ça. C'est bien. Et puis pour finir, on va faire juste un petit point sur les performances parce qu'il y avait 3 trophées en jeu. Le trophée des rois
Pour les garçons, le trophée des reines, chez les filles, le trophée universitaire. Donc chez les rois, c'est Chambéry qui a gagné à domicile. Ouais. Chez les femmes, c'est l'Aviron Club de Caluire qui est originaire de la région lyonnaise. Et les trophées universitaires, il a été remporté, comme tu l'as dit Andrien, par l'université anglophone de Newcastle, si je dis pas de bêtises. C'est ça. En tout cas, c'était un très bel événement. Moi, ce que je vous propose, les garçons, c'est qu'on passe de l'eau à la glace avec le hockey sur Chambéry. C'est ça, Julien. Et bah ça, c'est mon coup de chapeau parce qu'en fait, ils sont justement et clairement inarrêtables, ces éléphants, en division 1. Ils sont vainqueurs là 5-2 de Tours samedi soir devant leur public. Donc les Chambériens, ils ont enchaîné un 5e succès de rang. Ils sont actuellement 11e au classement général avec 33 points. Ils se rapprochent de plus en plus et sont même aux portes de la zone du maintien et des playoffs. Leurs concurrents directs sont Cholet et Neuilly-sur-Marne avec respectivement 36 et 37 points. Donc en fait, souvent cette saison, les Savoyards, ils ont eu du mal à concrétiser leurs nombreuses occasions. C'est ce qui leur avait coûté beaucoup de points auparavant. Mais désormais, c'est de l'histoire ancienne. Depuis 5 rencontres redoutables devant la cage adverse avec de nouveau 5 nouveaux buts inscrits. Chambéry fait parler ses armes offensives. Et c'est encore là une très belle performance. Ce que je vous propose, c'est qu'on souffle un petit peu. On va s'accorder une petite pause musicale et on se retrouve tout de suite après avec notre premier invité de la soirée. Radio Grand Lac 92.1, le grand bain de la vie locale. Le Crédit Mutuel donne l'élan au sport sur Radio Grand Lac 92.1. 9, 2, 1, partez. L'émission 100% sport sur Radio Grand Lac. On est de retour en direct sur Radio Grand Lac et on va accueillir notre premier invité qui est Aude Turcy, qui est gastro-entérologue et cancérologue au Centre Hospitalier Métropole de Savoie. Bonsoir Aude, est-ce que vous nous entendez bien ? Bonsoir, oui, je vous entends très bien. Merci beaucoup de l'invitation. Merci à vous, surtout de vous être libéré, puisqu'il y a quelques instants, vous étiez encore en consultation. Alors, vous organisez une journée de sport sur fond de dépistage ce dimanche 5 mars. Avant qu'on parle vraiment de cet événement, le cancer colorectal, c'est une maladie qui touche autant les femmes que les hommes et qui est très meurtrière. Est-ce que vous pouvez nous dire un mot sur cette maladie ? Exactement. Le cancer colorectal, en fait, c'est le 3e cancer le plus fréquent après le cancer du sein et le cancer de la prostate. Et c'est aussi le 2e cancer qui tue le plus. Par exemple, ça tue à peu près 17 000 personnes par an en France. Et pourtant, il existe des moyens en fait de le dépister tôt par du coup le test de dépistage du cancer colorectal qui est proposé à partir de l'âge de 50 ans jusqu'à 75 ans tous les 2 ans. Parce que effectivement, le risque augmente avec l'âge. L'avantage de ce dépistage, c'est que il est très facile à faire, fiable, rapide. Donc c'est effectivement c'est réussir à détecter en fait les sons qu'on ne pourrait pas voir à l'œil nu dans les selles. Et en fait, derrière, ça nous permet en fait de détecter des lésions dans le côlon avant que ça devienne cancéreux ou quand c'est un cancer qui a un stade précoce qui permet d'être guéri. En fait, dans plus de 90% des cas, c'est un test qui est négatif. Et quand il est positif, ça nous permet de dépister les choses à temps et d'être efficace sur le traitement. Et voilà. Bon, c'est un dépistage. Ça fait peur au début, ça me prélèvement de sel, mais voilà. En fait, c'est facile, tranquille à faire à la maison et très fiable. D'accord. Voilà. Vous l'avez dit, c'est facile de se faire dépister. C'est aussi un cancer qui est meurtrier, vous l'avez dit, mais quand il est pris à temps, est-ce qu'il se soigne facilement ? Oui, c'est quand il est pris à temps, ça se soigne facilement et quand il est pris à temps, en fait, dans plus de 90% des cas, on arrive à le guérir. Petit détail aussi que j'ai pas dit, le test bien sûr, il est gratuit, proposé par la Sécurité sociale, donc accessible à tous. Voilà. Et quel comportement il faut adopter pour prévenir cette maladie ? Vous avez dit on peut se faire dépister facilement, mais est-ce qu'il y a des comportements à avoir justement pour la prévenir et pour éviter d'être touché par cette maladie et ce cancer ? Alors du coup, une des premières choses, c'est effectivement jouer sur les facteurs de risque qui sont facilement, sur lesquels c'est hyper facile de jouer. C'est notamment l'activité physique et le sport. Alors du coup, je dis plutôt activité physique parce qu'en fait, finalement, ça part du fait de bouger dans le quotidien. Ça peut être marcher, privilégier la marche et le vélo, jouer avec les enfants, jardiner,
monter les escaliers, voilà, toutes ces choses-là du quotidien. Et puis après, faire une activité physique enfin, du coup, choisir son activité physique qui se fait plaisir. Et alors, ça a une efficacité déjà sur les facteurs de risque à la base pour le cancer colorectal, et aussi derrière sur les personnes qui sont touchées par le cancer. En fait, ça permet en fait une meilleure qualité de vie, diminuer la fatigue. Et aussi, même, ça a montré largement son efficacité sur, comme j'ai dit, l'incidence du cancer colorectal, et pour les gens qui sont atteints, sur la mortalité. Donc, ça a vraiment une vraie efficacité démontrée. Après, les autres choses, c'est l'alimentation. Du coup, avoir une alimentation saine et équilibrée. Voilà. Et puis bon, après, le facteur de risque qui est souvent redit et dit, c'est le tabac. Voilà. D'accord. Et donc justement, pour sensibiliser le public à cette maladie, vous allez organiser un événement ce dimanche où il y aura des activités sportives et des activités physiques qui seront proposées. Pourquoi ce choix du sport et de l'activité physique pour sensibiliser les gens? Vous l'avez dit, ça a des bienfaits. Et est-ce que c'est pour ça que vous allez mettre en avant ces pratiques-là auprès du public? Exactement. En fait, l'idée, c'est que du coup les gens puissent puissent être sensibilisés sur le fait qu'en fait, oui, ils peuvent agir sur leur santé, et que en fait, ça commence par de l'activité physique au quotidien, une alimentation équilibrée, voilà. Et en fait, en plus, c'est des choses sur lesquelles c'est facile d'agir quand on finalement on se donne des petits objectifs adaptés à sa forme, et qui font du bien, qui font plaisir, et qui font zéro effet secondaire. Et en fait, c'est que du bonus, c'est que du bien. Et alors, à la base, on pensait le faire au Revard, au ski de fond. Bon, il y a pas beaucoup de neige, donc on s'est dit qu'on allait plutôt aller au lac, à l'esplanade d'Aix-les-Bains. L'idée, en rapport avec les sports nautiques, le fait de marcher, faire du roller, faire du vélo, parce qu'en fait on voulait être là où les personnes pouvaient se promener le week-end. Voilà. Vous vouliez vraiment proposer une immersion dans la vie réelle des gens, de ce qu'ils peuvent faire tous les jours. Exactement, c'est ça. Vraiment, c'est en fait c'est être au plus proche du quotidien des gens, et en fait que chacun puisse se rendre compte qu'en fait c'est hyper accessible de pouvoir en fait faire du bien sur sa santé, et avoir un effet bénéfique. D'accord. Et quel va être vraiment le programme de la journée? À quelle heure vont commencer les activités? Jusqu'à quelle heure? Expliquez-nous un petit peu le programme. Alors, c'est de 10h à 16h. Et puis, donc, on voulait proposer du coup du jus de pomme chaud, et pour justement parler un peu de l'alimentation. Et puis, du coup, alors, on a réalisé un clip aussi musical qui va passer aussi pareil sur les réseaux bientôt. Donc il y aura du coup la projection de ce clip. Et puis l'idée aussi, c'est d'aller au contact des gens pour du coup leur montrer en quoi consiste le dépistage, et puis démystifier ce dépistage, leur montrer qu'en fait c'est facile à faire, et éventuellement distribuer des tests pour ceux qui sont intéressés. Voilà. Alors vous l'avez dit, pour prévenir un petit peu ce cancer, c'est bien d'avoir une activité physique. Est-ce que même une fois qu'on est diagnostiqué positif à cette maladie, c'est bien de conserver une activité sportive? Oui, c'est bien parce que ça a montré en fait donc notamment en fait dans le cancer colorectal et le cancer du sein, ça a vraiment démontré un bénéfice sur la qualité de vie des patients, sur leur ressenti de la fatigue de la maladie, sur un effet très bénéfique sur le moral, et puis aussi un effet aussi sur la tolérance au traitement, etc. Et du coup, oui, et en fait, que ce soit même d'ailleurs pendant le traitement ou après le traitement, une fois qu'on est guéri, ça a montré vraiment une efficacité.
sur la fatigue. Et quelles pratiques vous conseillez prioritairement aux personnes qui sont atteintes de ce cancer ou même d'autres maladies en général? Alors ce qu'on conseille, c'est surtout une activité physique en fait que eux ils vont pouvoir réaliser. Donc c'est vraiment adapté à leur forme et surtout j'ai tendance plutôt à conseiller une activité physique qui leur plaît, qui leur fait plaisir, parce que ça fait double emploi, à la fois bon pour la santé, à la fois bon pour le moral, et puis je vous propose, c'est une activité physique qui est vraiment conseillée plusieurs fois par semaine, 2 à 3 fois par semaine. Et après, ce que je disais au début de l'interview, en fait, ça passe aussi par, donc en plus de l'activité physique de type sport et tout ça qui leur fera plaisir, ça passe par une activité physique au quotidien. Donc la marche, le vélo quand ils peuvent dans leurs déplacements. Et jouer avec leurs enfants, jardiner, il y a plein de possibilités. Oui, ce que je disais, monter les escaliers plutôt que l'ascenseur. Voilà, c'est des choses qui prennent pas beaucoup de temps et qui finalement, mis bout à bout, qui sont bons pour tout, à la fois pour leur santé et pour leur forme, pour leur morale. Et comment vous faites pour justement inculquer un petit peu ça aux gens? Parce que c'est vrai que de plus en plus on voit, même nous, je sais pas si Adrien toi c'est pareil, mais nous les jeunes par exemple on est un peu feignants dès qu'on a le choix entre l'ascenseur ou l'escalier, même pour un étage on va prendre l'escalier. Comment est-ce que vous faites pour l'inculquer vraiment aux gens, ces pratiques? Alors là c'est vrai que nous en consultation en tant que cancérologue digestif ou gastro-entérologue, c'est des trucs où on va pouvoir en parler 1 à 2 minutes, mais on va pas avoir trop le temps de beaucoup en parler. Alors il y a déjà vous parlez fascicules, etc. Et il y a aussi des personnes qui sont des APA, donc c'est qui sont des personnes en fait qui proposent des activités physiques adaptées aux personnes qui sont touchées par le cancer. Et donc en fait pareil qui elles vont un petit peu les entre guillemets éduquer, leur faire faire un peu le déclic de que en fait l'activité physique ça peut être dans le quotidien aussi et qu'en fait c'est pas des choses qui sont c'est des choses qui sont à portée de main et qui sont pas insurmontables, que on demande pas aux gens d'aller courir un marathon, mais vraiment on leur propose c'est des choses qu'on peut faire quotidiennement. Ouais. Qui sont vraiment adapter leur forme. Et vous avez dit aussi que l'activité physique était extrêmement importante pour le mental. Est-ce que finalement l'aspect mental, l'aspect psychologique dans une maladie est plus important que le côté physique et le côté maladif qu'on ressent à l'intérieur de nous? Est-ce que c'est ça qui peut permettre de guérir aussi plus rapidement? Alors, je dirais pas qu'il est plus important, mais en tout cas c'est un complément sur la fatigue et puis sur la manière de faire ses choix dans la maladie et tout ça. Je dirais pas que c'est plus important, c'est les deux sont interdépendants mais D'accord. Et avant qu'on se quitte, Aude, vous avez parlé d'un clip vidéo. Est-ce qu'on peut retrouver un petit peu votre actualité? Parce que vous avez dit qu'il y a un clip qui serait disponible sur les réseaux sociaux. Est-ce que le centre hospitalier a des réseaux sociaux où il diffuse un petit peu toutes ces informations? Oui, alors on va pouvoir en fait le diffuser. Alors donc il va être d'abord diffusé sur l'intranet et puis après oui effectivement on essaie de le faire passer via YouTube et les réseaux sociaux en général. Effectivement, parce qu'on vous le fera passer avec plaisir, grand plaisir justement. L'idée c'est de le diffuser au plus de monde au plus de monde possible, pardon. Donc oui, avec grand plaisir, on vous fera suivre. Eh merci beaucoup docteur en tout cas de nous avoir accordé un petit peu de votre temps. On va vous laisser repartir et finir la journée tranquille. Et puis nous avec Adrien on va s'accorder une petite pause musicale pour respirer. Merci beaucoup en tout cas docteur. Merci et à bientôt. Beaucoup. À Aix-les-Bains et autour du lac du Bourget, Radio Grand Lac, la radio de l'identité locale. Le Crédit Mutuel donne l'élan au sport sur Radio Grand Lac 92.9, 2, 1, partez.
l'émission 100% sport sur Radio Grand Lac. On est de retour en direct sur les antennes de Radio Grand Lac pour cette 4e édition de 9-2-1 Parté. Et on accueille tout de suite notre deuxième invité qui est Philippe Fontanelle, qui est donc team manager du club de France Boxe Aix-les-Bains et aussi professeur de boxe diplômé d'État. Bonsoir Philippe, vous nous entendez bien ? Ouais, là, c'est impeccable. Impeccable. On est en plein direct. Ouais, là, c'est parti, on est en plein direct. Alors, merci d'être avec nous. J'avais la première question, ça fait 25 ans que vous êtes au sein du club, votre père y était aussi. C'est une vraie passion pour vous, la boxe. Ah ouais, non, mais le club, il est de 1928. Voilà, alors, ouais, ça fait un bail quand même. Hein. Donc avant, c'était mon père et mon oncle, qui était irlandais, mon oncle, qui ont monté un club qui s'appelait le Boxing Club Aixois. Il y est toujours, bien sûr. Et nous, après, en 95, j'ai monté mon club qui s'appelle France Boxe Aix-les-Bains. Ok. Donc, mais avant de monter votre club, vous étiez aussi boxeur. Vous avez fait 40 combats, 35 victoires, 2 titres de champion. Ouais. Parlez-nous un petit peu de tout ça. Parce que c'est quand même une belle carrière. J'ai commencé par le judo et le foot. D'accord. Après, après j'ai pris la boxe, j'avais 16 ans. Voilà. Alors au départ, j'aimais pas trop bien la boxe parce que voilà, c'était les repas de famille, c'était que des boxeurs. Donc c'est sûr que on parlait que de boxe, hein, c'est quand même voilà. Et puis après j'ai dit je vais essayer. Et puis c'était au Bernascon à l'époque, en 1979, et l'entraîneur c'était monsieur Loulou Grange. Voilà. D'accord. Est-ce que c'était un bon bail. Et après j'ai continué, j'ai fait des combats, ça a marché. Donc j'ai 40 combats, 35 victoires. Après je suis parti, j'ai fait sélection en équipe de France. J'ai gagné les Gants d'Or. Après je suis parti à l'armée, au 27e BCA, bataillon de Joinville. Et après je suis revenu, puis voilà quoi. Eh ben ouais, ça fait. J'ai repassé encore des diplômes d'État, j'en ai 7. Voilà, karaté, tout ce qui est boxe. Donc voilà. Ça pose un certain statut, effectivement, là, tout ce que vous avez pu faire. Moi, je me pose une question vis-à-vis de tous ces boxeurs que vous entraînez, le fait d'avoir voilà cette expérience en plus d'être leur coach, d'avoir combattu auparavant. J'imagine que ça apporte quelque chose en plus à tous ces boxeurs que vous coachez au quotidien. Après, on leur fait savoir-faire, et après, il faut qu'ils s'y mettent. Voilà. Le but, c'est qu'on essaye, on les protège. On essaye de faire attention et surtout que quand on leur donne la leçon, qu'on leur fait voir les choses, il faut qu'ils y mettent en situation, quoi. Il faut qu'ils se battent comme des chiffonniers, quoi. Est-ce que la transmission, c'était un petit peu la suite logique de votre carrière, parce que vous avez eu une belle carrière en tant que combattant, est-ce que c'était la suite? Ouais. Mais après, ça veut rien dire, hein. Il y en a qui sont très bons, qui sont champions du monde, et puis en entraînement, voilà, c'est pas terrible. Moi, je essaye de leur apporter, ils savent bien boxer, le gestuel parfait quand on ne soit pas dans les bagarres de rue et qu'ils présentent bien ça sur le ring et puis que ça change un peu, quoi. Est-ce que ça vous plaît vous d'entraîner? De la boxe. Ça vous plaît vous d'entraîner? Alors au début, non, pas du tout parce que j'étais un compétiteur et j'ai dit stop, j'arrête et après oui, entraîner. Ah ben non, j'aime bien sûr. Oui bien sûr, donner aux gens ce que je sais faire. Et j'apprends aussi, hein, parce que on a quand même, on a des jeunes, on a des filles, on a beaucoup de filles, parce qu'on a mis ça en place au début. On est les seuls dans la région qu'on a mis ça en place, les filles. Et après, on a aussi les handicaps. Donc, c'est vrai que c'est sympa, quoi. Alors après, ils passent des diplômes aussi. On leur fait passer des diplômes d'arbitrage avec Bruno, qui est arbitre international. Là, on a des filles qui passent aussi des chronomètres, Julie, qui a passé son diplôme. Et puis après, on va refaire passer des jeunes qui vont passer aussi des diplômes d'État, et puis ainsi de suite. Dedans, j'ai mon fils, qui est président maintenant, mais qui était pas mal aussi, qui était un bon boxeur aussi, 2 fois champion de France, et puis ça communique derrière, quoi. C'est clair. On vieillit, hein, voilà. Il faut passer le flambeau. Mais... bah oui, tant qu'on peut, hein. Bah, on va se cracher dessus tant qu'on peut, surtout la santé. Tant que j'ai la santé et que je peux, après. Bah... C'est clair, c'est le plus important. Vous faites le lien directement avec le sujet dont on a parlé avant, donc c'est top. La transition, voilà, après, est toute faite. Moi, j'ai la chance de travailler à la ville. Ça se passe bien. Je m'occupe des handicapés maintenant, 20 heures. Voilà, et puis ça se passe bien. Ils sont contents. Et faire découvrir plein de sports qu'ils n'avaient pas avant. Ils font du tennis, ils font du golf, ils font plein de choses qu'ils faisaient pas avant. Et puis on a la salle de boxe maintenant, qui est bien, c'est génial. Il y a des appareils. Ils en profitent aussi. Je demande de pop là. C'est clair. Ça les fait bouger. Rien de plus. Voilà. Vous avez parlé du sport féminin. C'était pas trop compliqué au début de trouver des combattantes, parce que c'est vrai qu'au début ça fait un petit peu cliché, une femme qui se bat. Comment vous avez mis ça en place? Ce qui était compliqué, c'est qu'à l'époque ils n'avaient pas le droit. Et maintenant on a mis
on a mis en place et puis avec les années, ça marche. On a eu des championnes, beaucoup de championnes. Voilà, elles ont réussi, elles sont parties, elles ont été ailleurs, ça marche. Tant mieux pour elles. Et puis après, j'en ai qui sont au Canada, qui sont ailleurs. Et puis on en a des nouvelles qui arrivent. Et puis tant mieux, hein, on forme. Nous, on est des formateurs, donc voilà, on forme et après, ça reste tant mieux, hein, bien sûr. On va pas voilà. L'année prochaine, j'aurai 2 pros qui sont chez nous et qui montent et puis qu'on va les garder en garçons. Et puis voilà, c'est bien. Je me pose une question. Est-ce que vous pouvez nous raconter un petit peu comment se déroule un entraînement type, notamment pour vos boxeurs pros et puis aussi pour vos amateurs, un peu la différence entre ces deux profils de boxeurs. Le truc des amateurs et des pros, faut qu'ils s'entraînent. C'est pas le même c'est à peu près les mêmes entraînements. Le seul truc, c'est que les pros vont s'entraîner aussi le matin en plus. Vous voyez ce que je veux dire? Ouais. Et puis après, on va partir sur les amateurs, c'est court, c'est surtout sur des fractionnés, c'est des 3 rounds. Que les pros, c'est plus en longueur. C'est du 6, du 4 au début, du 6 et du 12. Donc, c'est encore un autre entraînement. Mais bon, entraînement ou pas entraînement, hein, ils donnent des coups de poing, hein, on est d'accord? Donc, il faut savoir. Non, mais il faut savoir aussi, tout petit, que ce soit en boxe éducative, amateur et professionnel, savoir les chercher et les remiser. Si on n'arrive pas à faire ça déjà, quand on commence la boxe, faut mieux arrêter, hein. C'est tout, hein, voilà. Ça sert à rien de prendre trop de coups. Moi, tous les boxeurs qui boxent, s'ils sont pas prêts, je les fais pas boxer. Voilà. Après, bien sûr. Et en plus, on aime la gagne, donc il faut que ça gagne. Bah donc, oui, forcément. On gagne, on perd, bien sûr. Mais autrement, si c'est pour prendre. Moi, j'ai toujours dit, mon entraîneur me disait, il avait raison. Quand on a fini le combat de boxe, on doit aller après danser. Il a raison. On n'est pas marqué et au top. Et il avait raison. C'est ce qu'il faut. Justement, vous me parliez justement de vos jeunes, que vous les enverriez pas s'ils étaient pas prêts. Moi, je me pose une question encore une fois. Ces nouveaux, ces jeunes initiés, les plus petits qui entrent dans votre club, qu'est-ce que vous mettez en place concrètement pour les intégrer à chaque année, cette nouvelle génération? On a beaucoup de monde parce que on fait les écoles, on fait les centres. Là, on a fait les centres de loisirs, on fait les écoles, on fait l'école des sports. Je viens de finir l'école des sports, donc ça amène du monde. Et puis après, les jeunes, il y en a beaucoup qui viennent, mais ils font pas des assos, c'est des assos. C'est seulement pour leur faire découvrir la boxe. Après, c'est tellement long et dur, donc après, bien sûr, quand ils sont prêts et qu'ils sont OK, on y va. Hein. Voilà, ouais. Les compétitions, soit filles ou garçons. Et qu'est-ce que vous regardez en premier chez un boxeur? Quelles sont les qualités que vous allez vouloir aller chercher? Moi, les qualités... Pareil, la technique. Au début, c'est la technique en boxe éducative. Des touches, se déplacer, donner des touches, c'est des touches, et puis marquer des points. C'est comme l'escrime. La boxe, c'est l'escrime du point, j'ai toujours dit. Et après, quand ils ont cet escrime du point en petit, en grand, ils vont y arriver. Hein. Sauf qu'après, il y a du chaos. Mais bon, il y a du chaos. Il n'y a pas 50 000 chaos en boxe. Hein. Il n'y en a pas tout le temps du chaos. Hein. On est d'accord. Maintenant, il y a des arbitres et tout. Ils sont là. Ça freine quand même. Hein. Heureusement. Et qu'est-ce qui constitue un bon boxeur pour vous? Comment? Qu'est-ce qui constitue un bon boxeur pour vous? Quelles sont les qualités qui font que un boxeur, un combattant va être meilleur qu'un autre? Qu'il écoute son professeur, la technique. Non, mais j'en reviens toujours pareil. Moi, s'il n'écoute pas, il restera pas chez moi. Voilà, c'est tout. Non, mais on rigole, mais c'est vrai. C'est comme au boulot. S'il vous écoute pas, ça marchera jamais. Non, mais c'est clair. Le patron, c'est déjà, s'il y a un bon patron, il y aura une bonne équipe. Nous, c'est pareil. Voilà. Ils sont là pour apprendre, forcément. Et ouais, mais après, il n'y a pas que des voyous, hein. Donc, ceux qui sont voyous, qui cassent tout, qui se battent, c'est pas des boxeurs. Ils n'y restent pas. Au début, après, voilà. On sait aussi que après, ils écoutent, voilà. Ils écoutent, ils bossent, parce que nous, les boxeurs travaillent tous les jours, 2 heures par jour, des fois 3. Donc, que ce soit en anglaise ou pied-point. Donc, c'est pas mal. C'est clair. Et on sait aussi que la boxe, c'est un sport qui est difficile. C'est difficile de percer des dents de la lumière, en fait, parce que c'est un sport de combat qui est peut-être pas assez diffusé ou quoi. Comment on fait pour sortir un petit peu la tête de l'eau et se montrer et être visible en boxe? Pour percer, il faut avoir des gens qui sont là, qui vous aident, comme nous. On les aide, on les forme, on leur trouve un travail. C'est pas mal quand même, hein. Il y en a, j'ai trouvé du travail, j'ai trouvé un logement et tout. Bon, après, ils sont partis. C'est comme ça. Mais ceux qui sont là, tous ceux qui sont chez moi, ils travaillent déjà. On essaye toujours il y a du boulot. Donc, on essaye toujours de, voilà. Et puis, comme ça, ils peuvent me payer ma licence. C'est bien, hein. Mais c'est vrai. Et après, déjà, tout ça. Et puis après, déjà, ils écoutent. Et puis, en avant, hein. Après, voilà.
Donc tous vos boxeurs, c'est vous qui leur trouvez un logement, Non, pas tous, un mais travail. non, mais moi, mettons que celui qui arrive et qui fait un CAP, qui passe un bac et tout, on le retrouve déjà à des écoles, des trucs comme ça, et je les fais travailler. Oui. C'est ça le plus important. J'essaye. Moi, pour l'instant, je suis pas un magicien, mais on leur trouve toujours du boulot. Hein. Ou là, j'ai des jeunes, j'ai Lucas qui va pas trop mal léger. On l'a mis à l'apprentissage, je lui ai trouvé un travail. Bah voilà. Hein. Bah justement, Jimmy, pareil, voilà, en Suisse. Voilà. on allait en parler de Lucas Pourquoi Léger. Il fait un bon début Oui. de saison. Bah, là, dans la salle, vous avez tous les boxeurs qu'on a. On a Jimmy, il y a Lucas, il y a Romain. Si vous voulez avoir, si vous voulez qui parlent, il n'y a pas de problème. Hein. Ouais, on vous les demandera juste après. Pour l'instant, on va parler un petit peu encore avec vous. On passe un bon petit moment, ça va être Pas de sympa. problème. Et Est-ce comme que ils sont là, il faut bien les faire parler un peu. Ils savent parler. Hein. bah bien oui, c'est sûr, clair, bah puis c'est bien eux sûr. qui sont dans la lumière. Oui, ils sont pas mal. C'est clair. Bah justement, pour parler de Lucas, il performe en ce début de saison. C'est une belle vitrine pour vous et pour le club. Comment? Lucas Léger performe en ce début de saison. C'est une belle vitrine pour vous et le club. C'est une belle Pour l'instant, récompense. ceux qui sont pas mal, il y a Lucas, ouais. Il y a Jimmy. Voilà, c'est les deux élites. Ils sont élites, donc c'est au plus haut niveau. C'est ces deux-là que si ça continue, ils vont passer pro, quoi. D'accord. D'accord. Et est-ce que vous les accompagnez personnellement ou c'est toujours des cours collectifs que vous faites? Non, ils sont toujours avec moi. Après, ils ont un préparateur. Hein. Il y a pas que, ils ont un préparateur mental. Ils ont un préparateur physique. En plus, moi, ils s'entraînent tous les jours. Ils s'entraînent avec moi tous les jours. Le mardi, non. Le vendredi, le samedi, ils vont courir quand ils n'ont pas de compète. Ils ont un préparateur mental. Ils font après hors quand même. Hein. Ah oui. D'accord. Et justement, bah, ils ont participé ce week-end au Gala d'Annemasse. Qu'est-ce que ça a donné pour eux? Est-ce qu'il y a eu des belles performances? Allez, j'en ai eu 3. Les 3 ont gagné. Ah bah, que Super demander de bon. mieux? Exactement. Romain a gagné. Jimmy a gagné. Lucas, je l'avais mis un peu en touche parce que il travaillait derrière. Il avait un boulot qu'il voulait faire en mécanique. Faut aller, hein. Faut travailler, hein. Le boulot, c'est important. Et après, j'ai un nouveau, la Baktash. Amine, c'est un argan, pardon. Et lui, c'était son premier combat, il a gagné, donc c'est bien. Ah bah c'est sûr, un bon début. Bah ouais, c'est Et parfait. là, on reboxe jeudi à Genève. Donc ça sera Jimmy. Il reboxe encore à Genève. Et après, je les mets tous au repos et on prépare pour Aix-les-Bains. Aix-les-Bains, on en a resté 6 ou 7. Donc c'est pas mal. D'accord. Ouais, parce que moi justement, c'est tous ces boxeurs qui performent. Ça doit faire, comme dit Julien, une belle vitrine. Et en termes de niveau d'adhérents, je sais pas combien vous êtes exactement là dans votre club. Alors, on est beaucoup. On est 200 en anglaise. Et on fait aussi du pied-point. On est 172 en pied-point. On va arriver à 400 presque. D'accord. Ah ouais, 400. Putain, c'est Avec c'est les plutôt pas mal. Ouais, c'est bien. Ouais, c'est bien. Avec les adhérents. C'est bien et tout. réparti. Pardon? C'est bien réparti entre pied-point et anglaise. J'ai pas compris là. C'est bien réparti entre pied-point Oui, et anglaise, oui. je disais. Ouais, c'est pas mal. Ouais. C'est bien. Du coup, je me demandais, est-ce que c'est quoi un peu la tendance pour votre club et plus largement en France au niveau des licenciés de boxe? Vous êtes plutôt sur une pente ascendante? On est pas mal, ouais. Ah, il y a des gros clubs, hein. Il y a aussi gros clubs, il y a Gaillard. Annemasse Gaillard, c'est deux. Ils sont pas mal aussi. Ils doivent 250. Après, il y a Bourgoin. Et puis nous, on est pas mal aussi, ouais. Après, bon. Mais ça, c'est tout. Ça, c'est la Haute-Savoie. En Savoie, on est bien. Et justement, le 18 mars, vous en avez un petit peu parlé. Vous allez organiser un gala de boxe au casino d'Aix-les-Bains. Parlez-nous un peu de cet événement. Qu'est-ce qui va être mis en place? Quel va être un petit peu le programme? Eh il y aura 10 combats amateurs, 2 combats professionnels. Voilà. Donc on va 2 combats professionnels. Il y en a un de Lyon qui est pas mal, et puis un de Gaillard. Voilà. D'accord. Donc il n'y aura pas que des jeunes du club sur ce gala-là. Il y aura. Nous on met tous nos amateurs. D'accord. On aura tous nos amateurs. On en a 7. Il y a 2 filles, une en boxe éducative, une en junior, en amateur, et après on a nos garçons. Donc ceux que je vous ai dit, on rajoutera Romain, tout ça. Plus après des autres gens de un peu de partout, la Suisse, Gaillard, Annemasse c'est pareil, Lyon. Il y D'accord. aura des Italiens, Géorgiens, donc c'est pas mal. Ouais, donc il y aura pas mal de monde. Et vous attendez combien de personnes dans le public à peu près? On remplit le casino, hein. Voilà. Ouais. Vous êtes déjà complet? Non. Ça commence, mais
au début, on n'est jamais trop complet. Ça va se démarrer parce qu'ils vont écouter votre émission. Ah bah, Bien. Non, mais attendez. Il y a les journaux. Là, on va commencer. c'est trop d'honneur. Donc, voilà. C'est clair. Faut pas trop faire. Là, maintenant, en 15 jours, 18 jours, c'est maintenant qu'il faut balancer, quoi. Oui, c'est On ce a qu'il faut. mis les banderoles un peu partout, les affiches. Donc, c'est bien. Un bon plan de com. Ouais, c'est bien. Les affichettes, les affiches. Après, les réseaux sociaux. Donc, En tout cas, Philippe, on entend du bruit derrière vous. Il y a beaucoup de monde. Est-ce que ça vous dirait de nous passer un de vos boxeurs là, comme ça, qu'on lui pose quelques Allez. petites questions, si vous êtes chaud. bah, comme ça, moi, je voudrais bien que vous parliez avec Jimmy. Et puis, Ouais. et puis Si vous avez une Lucas. fille aussi, rapidement aussi. ouais, si- les trois. Les trois. Jimmy, tu viens? C'est les aléas du direct. Il arrive. Jimmy, on comprend Lucas et Célia. Non, Célia. Allez, comme ça, ils parleront un petit peu, ils sont contents. Ouais, on Et va leur puis poser Lucas. quelques petites questions. Il Allez. y a pas de souci. C'est gentil en tout Et cas, c'est Romain. ça. C'est aussi Voilà, ça, tu Radio t'en Grand Lac et 9-2 Imparté, c'est une immersion dans les clubs du bassin aixois. Donc on va attendre, c'est Jimmy qui parle en premier, Philippe, c'est ça? Jimmy, ouais, allez, je vous le passe. Allez, super, bah merci beaucoup, on vous reprend juste après Philippe, merci beaucoup. Bonjour. Salut Jimmy. Salut Jimmy, comment tu vas? Bah, ça va très bien, merci, et vous? Bon, comment elle se passe la séance là? Bah écoute, là c'est l'échauffement. Je sais pas, il est quelle heure? Il est quelle heure? Il est 6h57, ouais. Là c'est fin de l'échauffement. On a commencé à mettre les bandes et les gants. On va commencer à faire un peu de sac. Bon bah super. Dis-moi, j'ai une petite question pour toi pour commencer. Dis-moi. C'est quoi comment t'as commencé toi la boxe? C'est venu comment tout ça? Moi, la boxe, alors j'ai essayé de faire court. En fait, j'ai voulu commencer à 15 ans. Donc il y a 11 ans. Mais ma mère avait pas le budget en fait. Donc avec 4 enfants, tout ça, c'était un peu compliqué les comptes. Donc pas de budget. Donc j'ai fait un peu de taekwondo. C'était un peu moins cher, on va dire, la licence. Mhm. Pendant 1 an et demi, ça m'a plu, mais pas plus que ça. Du coup, après, je me suis orienté vers le vélo, donc rien à voir. Et après, à 18 ans, je suis parti à l'armée, en fait. À l'armée pendant 3 ans. Et en revenant, je me suis dit, pourquoi pas la boxe? Et maintenant, enfin, je peux me le payer moi, je veux dire, quoi. Et du coup, voilà, je me suis renseigné un peu. Et du coup, je suis venu chez Philippe. On m'en avait parlé, tout ça. Et je suis venu. En fait, j'ai accroché direct. Et puis, j'étais pas trop sérieux, on va dire, au début. C'est-à-dire que pendant 2-3 ans, j'ai fait de la boxe, mais en faisant un peu la fête à côté, tout ça. Mhm. Donc j'ai fait mes 3 premiers combats en compétition comme ça. Donc j'ai eu 2 défaites, 1 victoire. Donc c'était un peu mitigé, on va dire. Et là, je me suis mis à fond depuis 3 ans, on va dire 2 ans et demi, 3 ans. Et j'ai vu l'évolution et le résultat parle. Donc voilà. C'est intéressant ce que tu dis, est-ce que c'est important pour performer d'avoir un hygiène de vie à côté, manger sain, peut-être moins sortir, pour pouvoir mais justement c'est avoir de belles performances? C'est indispensable. Tu peux pas être boxeur. Je parle à haut niveau, au niveau Bien où sûr. je suis actuellement, du coup, au niveau championnat de France. Et d'ailleurs, je passe professionnel en fin d'année là. Enfin, on en parlera plus tard, mais voilà. Bravo, félicitations. Et merci. Enfin, en tout cas, on va tout faire pour. Et je veux Exactement. dire, au niveau hygiène de vie, il faut que ce soit irréprochable en fait. Tu es obligé de sortir moins parce que en fait, si tu veux faire les choses bien, je parle. Il y en a qui vont le faire, ils vont le faire moins, ils vont le faire moins bien. Et ils ont les résultats ou pas, il y a aussi le facteur chance. Mais si tu veux faire les choses bien, tu es obligé de mettre toutes les chances de ton côté. C'est un sport de 1 contre 1. Tu veux pas aller, comme en tant qu'ancien militaire, j'allais pas au combat avec en me tirant une balle dans le pied, comme on dit. Donc je peux pas faire la fête, je peux pas sortir, je peux pas me coucher après minuit, je peux pas faire tout ça. Je mange bien, j'ai une nutritionniste, j'ai tout ça qui s'occupe de moi. C'est un vrai staff, tu vois. C'est vraiment un vrai truc, c'est un vrai projet. Et je parle pour vraiment le viser le haut niveau et viser les bons résultats. Ouais. Défaite ou victoire, peu importe, hein, mais je veux dire les bonnes performances. Pour viser D'accord. ce niveau-là, il faut vraiment respecter tout ça, quoi. Et toi, qu'est-ce que tu aimes dans la boxe? Qu'est-ce qui t'a dit j'ai envie de faire de la boxe, et qu'est-ce qui te branche et qui te prend au trip dans ce sport? Dans ce sport, parce qu'en fait, c'est toi qui décides si tu vas être bon ou pas, en fait, clairement. C'est pas comme le foot. J'ai fait des sports co à la S à l'époque, à l'association sportive et tout, un peu de foot, un peu de handball, tout ça, vite fait. Mais en fait, si ton coéquipier, on va dire, il va louper un truc ou quoi, tu vas dire, c'est ta faute, c'est ton père, par exemple. Là, si tu perds, c'est ta faute. T'as ton coach et tout, je veux bien. Mais si tu perds, c'est ta faute. C'est toi qui as pas mal géré ton stress, t'as mal géré tes coups, t'as mal géré ton souffle. C'est tout ça. T'as mal géré ta préparation. C'est tout ça, en fait. Donc, c'est toi-même. C'est, comme il dit dans le Creed, en fait. C'est simplement, c'est toi contre toi. Et ça, c'est une belle image parce que, voilà, c'est toi contre toi. Il y a pas d'autre truc. Tu te bats. Et, c'est un peu aussi le combat de la vie, on va dire, hein, parce que t'as des hauts, t'as des bas. T'as des combats, j'ai un combat en quart de finale. Ça, c'est à prendre en parler. L'année dernière où je tombe à mon premier knockdown. Donc c'est mon deuxième combat sans casque. Premier knockdown, je tombe au sol. J'étais déshydraté par la perte de poids, tout ça. Et en fait, après, je me relève. Et dans ma tête, je me dis, mais toute la préparation que j'ai fait, c'est pas possible, je peux pas arrêter là et pas aller au championnat de France, et c'est mort. Et là, je me relève et je gagne à la fin par KO. Donc en fait, c'est ça, c'est un symbole même c'est court, 3 rounds en amateur, 3 fois 3 minutes. Ah oui, c'est sûr. Mais c'est la vie, en fait. Tu tombes, tu prends des coups, tu te relèves, t'encaisses, tu
tu te déplaces, tu changes de stratégie, tu bloques, tu chasses. Enfin là, c'est vraiment la vie en fait. C'est toi contre la vie. Bon, en tout cas, c'est une belle vision des choses. Jimmy, pour parler rapidement un petit peu de ton début de saison, qu'est-ce que ça donne au niveau du bilan victoire-défaite? Si tu devais nous faire un petit bilan. Là, début de saison, c'est mitigé parce qu'on va dire il y a eu les championnats régionaux, donc je suis allé en finale. En fait, c'est la première fois que je faisais les championnats du coup, et je voulais faire ça avant de passer pro parce qu'en fait, j'avais pas le choix tout simplement. Pour passer pro, il faut faire une participation au championnat de France. Et pour participer au championnat de France, il faut aller en finale régionale et ou se faire repêcher avant. Mais mon but, c'est d'aller en finale. Donc, je suis allé en finale régionale et là, je me suis incliné. En fait, c'est ma première défaite en 2 ans. J'étais sur 7 victoires d'affilée, donc j'étais content et tout. Mais voilà, j'ai perdu contre un bon adversaire qui avait 45 combats et voilà, donc fier quand même, hein. Donc j'ai perdu en finale, donc vice-champion de région. J'ai pu aller au championnat de France. Le championnat de France c'était compliqué et avec le stress, tout ça, les émotions, c'est un autre monde, hein. Il y a tous les boxeurs, vraiment c'est ouf. Et du coup voilà, donc j'ai perdu en 6e de finale et puis là après j'ai fait un autre combat le 15 décembre. J'ai perdu contre le champion moins de 71 kilos régional. J'ai fait un autre combat là le 28 janvier contre le vice-champion 71. J'ai gagné. J'ai gagné, mais on m'a pas donné la victoire. Malheureusement, c'est la boxe aussi. Il y a aussi cet aspect-là, ce qu'on appelle le vol dans le jargon de boxe. Oh là là. Des décisions un peu litigieuses. Il faut reconnaître quand on perd, quand on gagne. Mais moi, je suis le premier à reconnaître quand je perds et quand je gagne, c'est pas un souci. Mais quand c'est honteux comme décision et voilà, que je veux dire, même tout ce qui était officiel, ils ont dit qu'ils ont fait une erreur, ils ont reconnu. Donc voilà. C'est bien, déjà qu'ils reconnaissent leur erreur, c'est bien déjà qu'ils reconnaissent un petit peu. C'est ça, voilà, ça fait aussi du bien de se dire, ouais, c'est pas moi, je suis pas fou, je me dis pas, j'ai perdu, c'est moi, en fait, j'ai les boules, quoi. Mais non. Donc du coup, je le reprends en revanche le 18 mars d'abord. Et là, j'ai fait un combat donc samedi, j'ai gagné. Donc on va dire je suis à 3-4 défaites et 3 victoires, un truc comme ça je crois. Ouais, un bilan un petit peu mitigé, mais c'est bien pour un ouais, on va dire c'est un bilan, ça reste un bilan correct on va dire en fait, parce que c'est contre des bons boxeurs, c'est des bons boxeurs que je me suis incliné et puis ça fait une expérience. Mon but c'est d'avoir le maximum d'expérience. Donc là je fais encore un combat jeudi par exemple en Suisse. Donc j'enchaîne pour vraiment avoir le maximum d'expérience avant de passer professionnel justement en fin d'année. Bah t'as bien raison. Et comment tu vois un petit peu la suite avant qu'on te libère et qu'on te laisse retourner à l'entraînement? Quels sont tes objectifs sur cette saison? Cette saison c'est comme je disais, faire le maximum de combats et en fait performer, c'est-à-dire faire vraiment ma boxe, parce qu'il y a encore aucun combat où j'ai fait vraiment ma boxe à 100% on va dire. Même si c'est dur de faire sa boxe à 100%. Tu sens ta marge de progression. Voilà. Et là, je sens que je suis sur une phase vraiment de progression. C'est-à-dire que maintenant, j'avance, jamais j'arrive à mettre ma garde, à pas prendre les coups, comme parce que moi, je suis un boxeur qui aime pas prendre les coups. Je trouve que la boxe, c'est vraiment toucher sans être touché. Bah, c'est l'adage qui veut ça, hein, c'est toucher sans être touché. C'est la boxe, c'est comme ça. Et voilà, donc j'arrive vraiment à mettre ça en place en ce moment. Et en plus, il y a les victoires qui vont avec, donc ça va bien. Et donc, donc franchement, ça monte tout doucement en fait. Ça, c'est tout doucement. Je prends mon temps, mais ça monte tout doucement. Et bah, c'est cool. En tout cas, on te souhaite plein de bonnes choses pour la suite, Jimmy. Merci beaucoup. Qui c'est que tu veux nous passer après rapidement? Là, je vous passe Lucas Léger. Ok, bah super, on enchaîne avec Lucas. Merci beaucoup en tout cas, Jimmy. Et puis plein de bonnes choses pour la saison. Salut, à plus. Merci beaucoup. Salut. Allez, on va accueillir tout de suite Lucas. Ouais, salut Lucas, tu vas bien? Ça va et vous? Ouais, ça va, impeccable. Alors toi, raconte-nous un petit peu ton histoire. Comment t'as commencé la boxe? Alors moi, ça date de quand j'avais 6 ans et demi. J'ai commencé la boxe à 6 ans et demi. Et en primaire, j'arrêtais pas de me battre. J'étais castagneur à toutes les récrés. On se battait à un endroit. Donc un peu une petite porte de sortie, quoi. Ça finalement, tout ce que tu décharges à la récré, tu le mets maintenant dans les sacs. C'est mieux. C'est ça. C'est beaucoup mieux même. Et toi, malgré la licence qui est conséquente, mais mes parents ont pu me payer mes licences. Ont pu m'emmener parce que forcément à 6 ans et demi on n'a pas de moyens de locomotion, on n'a pas de donc forcément c'était compliqué, mais ils ont pu m'aider à pouvoir me défouler quoi. C'est sûr. Et toi tu concours dans quelle catégorie là actuellement? Moi je suis en moins 63,5 kilos. Ok. Et dis-moi, tout à l'heure, ton coach nous disait que la salle, elle est à peu près à parts égales entre pied-point et boxe anglaise. Mais malgré tout, c'est lesquels les meilleurs? Les meilleurs, c'est ceux qui font de l'anglaise. Au moins, c'est clair. C'est dit. Le message est passé. C'est clair. Tu n'es pas allé par 4 chemins. Non, non. Et toi, au niveau de ton début de saison, qu'est-ce que ça a donné? Jimmy nous a fait un petit bilan, il a dit que c'était un bilan correct. Toi, qu'est-ce que ça a donné? Est-ce qu'il y a eu plus de victoires, plus de défaites? Raconte-nous. Moi là en combat amateur en tout, que ce soit avec casque ou sans casque, je suis à 22 combats
12 de perdus et 10 de gagnés. Ouais, donc c'est un bilan plutôt positif malgré, même s'il y a plus de défaites que de victoires, ça reste quand même correct. C'est ça. Après, dans mes combats, j'ai 7 ou 8 combats que j'ai gagnés par KO. Ouais, donc une grosse force de frappe aussi. C'est ça. C'est quoi qui fait ta KO force? et KO technique, je compte. D'accord. Et c'est quoi qui fait ta force, toi? Est-ce que t'es plutôt, t'envoies des gros crochets, des uppercuts? C'est quoi ta force? Ça dépend des moments en fait. Je peux envoyer très bien du bras avant que du bras arrière ou des crochets. Après, moi, ce que j'aime, boxer, quand je boxe, je vais souvent au corps. Parce que étant tout petit, je n'ai boxé qu'avec des adultes. Donc, il fallait que je rentre dans la garde et aller au corps. D'accord. Et toi, si tu te projettes un petit peu sur ta saison, quels sont tes objectifs? Mes objectifs, déjà, c'est de faire le maximum de combats, gagner de préférence. Après, aller en pro, là, on en discutait avec Fifi et notre arbitre qu'on a à la salle, on en a discuté pour janvier à peu près, aller en pro. D'accord. Ce qui serait pas mal pour moi en vrai, parce que comme ça apporte en fait, on fait un level up en fait, tout simplement. Ok, c'est un objectif pour toi vraiment de terminer pro? Au début non. Enfin moi je faisais de la boxe pour boxer, pour me défouler, et puis comme la boxe c'est assez complet, et moi ça me permettait d'être bien dans mon corps aussi, parce que étant petit j'étais vachement bouboule en fait. Donc la plupart des enfants étaient comme toi, t'inquiète pas. Ouais, mais moi c'était un grade supérieur quoi. Merci beaucoup en tout cas Lucas. Pareil, on te souhaite plein de bonnes choses pour la suite. Et là, je crois que tu nous passes une dernière boxeuse, si je dis pas de bêtises. C'est ça, une boxeuse. Donc ce sera Célia. Ok. Merci beaucoup en tout cas, Lucas. Et puis on attend Célia avec impatience. Pas de souci. Bonne soirée. Merci à toi aussi. À très vite. À très vite. Allez, Bonjour. Salut Célia, tu vas bien? Ça va, merci à vous. Ouais, ça va impeccable. Alors toi, raconte-nous. On a posé la question à Jimmy et à Lucas. Toi, la boxe, comment c'est venu? Comment la boxe c'est venu? Comment tu t'es dit, je vais faire de la boxe? Moi, j'ai fait du judo avant ça. Et en fait, quand je savais que je voulais arrêter le judo, j'avais trop sauté les ceintures, ça m'avait passé le goût. Et en fait, ce qui s'est passé, c'est que si on finissait premier au championnat de Savoie de judo, on remportait un stage d'un week-end au judo club de judo à Aix-les-Bains. Donc j'ai remporté les Savoies, donc j'ai fait le stage, et le samedi matin, on est venu faire un mini stage de boxe au club de Fifi. Ouais. Et vu que je savais que je voulais arrêter le judo, j'ai trouvé ça bien. J'appréciais. On m'avait dit que je me débrouillais bien. Donc mon père a trouvé un stage. Il y avait un stage pendant l'été que j'ai fait. Et dès le premier jour, j'ai dit je veux changer. C'est ça que je veux faire. D'accord. Et c'était pas trop dur au début de commencer la boxe en tant que fille et maintenant en tant que femme? Donc je vais avoir 16 ans, mais oui, effectivement. Une jeune femme. En fait, alors oui et non, parce que non, dans le sens où j'ai toujours été castagneuse, j'ai un peu le caractère de garçon, même si je reste une fille, etc. Hein. Mais si on me cherche, je sais répondre et j'ai du répondant. Donc non, ça n'a pas été plus compliqué que ça. Après, comme tout, faut travailler pour vouloir atteindre ce qu'on veut, comme disait Jimmy. Donc c'est en fait à la boxe, ce qui est le plus dur, c'est de rester assidu. D'accord. Faut pas relâcher, parce que le moindre relâchement, on va le payer, on va perdre ce qu'on avait gagné avant. Donc c'est juste ça, mais non, ça a été. Et est-ce que toi, ça te fait plaisir de voir que le sport féminin et du coup la boxe pour les filles, ça grimpe, il y en a de plus en plus qui font du sport et qui font cette discipline? Est-ce que toi, justement, t'es contente de cette évolution? Oui, forcément, je suis contente, parce que si on regarde, il y a des dizaines d'années ou encore des vingtaines d'années, il n'y avait pas autant de filles dans le sport de combat. Il y en avait plus dans la danse, c'était très catégorique. Quand on parlait de filles, on disait sport, les garçons pensaient à la danse, nous on pensait forcément au sport de combat pour les garçons. Maintenant, c'est un peu plus développé. Là, au club de Fifi, il y a autant de filles quasiment que de garçons. On varie. Avant, c'était plus les garçons d'un côté, les filles de l'autre. Il y a des vingtaines d'années. Aujourd'hui, on varie. On voit plus de garçons avec des filles. Donc oui, forcément, ça évolue, et j'espère vraiment que ça va continuer d'évoluer comme c'est le cas. C'est clair, en tout cas c'est ce qu'il faut. Au niveau de ton début de saison, qu'est-ce que ça a donné pour toi? Plus de victoires, plus de défaites?
là, j'ai pas encore fait de combat parce que cette année se passe en amateur. J'ai seulement commencé la BEA l'année dernière. J'ai fait 3 combats en BEA, mais la BEA, dont un au gala de Aix-les-Bains. Alors c'était des victoires, mais sauf que la BEA c'est pas fait pour moi dans le sens où je ne sais pas varier. Enfin, je sais contrôler ma force, mais quand il s'agit d'un combat, pour moi le but c'est de gagner. Donc quitte à y mettre un peu de force. Donc c'était ça qui était le plus compliqué, c'était gérer ma force en face, surtout quand la personne tape fort. Moi ça me dérangeait pas, mais à l'inverse je voulais aussi taper fort. Donc c'est pour ça que j'ai fait qu'une année de BEA. Et que cette année je passe en amateur et que je vais faire mon premier combat amateur normalement si on me trouve une adversaire au gala le 18 mars. Ok, bon t'as encore le temps de te préparer alors. Tu vas pouvoir oui c'est ça, mais bien rentrer en scène. Faut quand même se préparer parce que j'ai les cours, j'ai beaucoup de sport aussi dans ma préparation au niveau des études que je suis en train de faire, donc ça aide on va dire. Et quels vont être tes objectifs sur cette première saison en amateur pour toi? C'est augmenter mon niveau parce que, comme je le dis, hein, j'ai 15 ans. Donc c'est compliqué d'être autant assidu qu'un adulte, surtout dans ce sport. Donc je viens 2 fois par semaine. En tout, j'ai quasiment 10 heures de sport par semaine. Je suis en préparation en bac pro métier de la sécurité. Donc c'est ça qui aide aussi. Donc là, cette année, ça va être pendant les entraînements, être très assidu, faire plus attention à ce que je mange, même si je mange sain. Et j'y fais attention, encore plus être assidu là-dessus. Et améliorer mon niveau et encore plus augmenter ce niveau et pour faire des combats et les gagner à chaque fois. D'accord. Et merci beaucoup en tout cas Célia. Merci beaucoup. Merci à vous d'être venu nous parler. On va récupérer Philippe s'il est à côté de toi et puis pareil comme Jimmy et Lucas, plein de bonnes choses pour la suite et puis continue dans ta lancée. Merci. Passe une bonne soirée. Merci, au revoir. Au revoir, je le passe. Ouais, super, le temps que pas de soucis. Bon, le temps qu'on récupère. Ouais, c'est tout bon. Ils étaient top en tout cas, Philippe. Hein. C'est très bien. Top boxeur, vous formez des belles personnes en tout cas. Je sais pas ce que ça donne niveau boxe, j'étais pas dedans, mais en tout cas, c'est des belles personnes, ils s'expriment très bien. Vous pouvez être fiers. En boxe, tu dis le Dauphiné, l'Hebdo de Savoie. Ils sont partout. Et ça marche. Voilà. C'est le principal. Je vous remercie. Merci beaucoup en tout cas, Philippe, d'être passé ce soir et de nous avoir donné la parole à vos boxeurs. C'était un échange hyper riche. Ouais. Et puis tu parles bien du 18, le gala de boxe. Ouais. Et puis samedi, s'ils sont là, nous faisons les duos. Voilà. Et voilà. Le 4 mars, on fait les duos à la salle de boxe en face du judo. On vous attend. Ça peut être l'invitation est notée. En tout cas, je pense que les duos, ça peut nous intéresser. Voilà, les meilleurs duos. Voilà. Merci beaucoup en tout cas, Philippe. Hop, ça a coupé. Passez une très bonne soirée, Philippe, et à bientôt. Bon, c'était une belle émission. Adrien a malheureusement dû partir un peu plus tôt puisqu'il avait son train, donc il nous a quittés. Bernard était coincé, donc il n'a pas pu revenir aussi. Donc je vais clôturer rapidement cette émission juste en vous donnant 2-3 petits rendez-vous. Donc n'oubliez pas, il y a le FC Annecy qui va affronter Marseille, on en a longuement parlé, qui va les affronter mercredi soir à 21h au Vélodrome. Donc on leur souhaite bonne chance, on espère que le département de la Haute-Savoie et la région en général Auvergne-Rhône-Alpes sera bien représenté. Au rugby, après une semaine de repos, les Aixois ils vont revenir sur le terrain, ils vont se déplacer ce dimanche sur le terrain du Rugby Pays Jeannet à 15h. Et puis en basket, il y a Aix-Maurienne, donc ils ont réalisé leur dernier match le 10 février, ils avaient perdu et ils vont recevoir Denain ce vendredi 3 mars à 20h à la Halle Marlioz et ils se déplaceront la semaine prochaine à Antibes à 20h30 à l'Azur Arena. Nous, c'est l'heure de se quitter, on a encore dépassé d'un petit quart d'heure, comme je vous l'ai dit, nous on aime bien, on a été fans du temps additionnel à la Coupe du Monde, donc maintenant toutes les émissions on va dépasser. Le quart d'heure savoyard, c'est exactement ça. Merci à tous en tout cas de nous avoir suivis pour cette 4e édition de 9-2 Imparté. Et pour tous les passionnés de sport, on se retrouve dans 15 jours, même heure, même endroit. Bonne soirée à tous et à très vite sur les antennes de Radio Grand Lac. Radio Grand Lac.